Beaucoup de chemin a été parcouru dans le traitement de l'anorexie et de la boulimie, en partie grâce aux travaux d'Howard Steiger, qui est reconnu mondialement pour sa découverte d'un facteur génétique pouvant mener à l'apparition de troubles comme l'anorexie nerveuse ou la boulimie. Nous l'avons rencontré à l'hôpital Douglas de Montréal, à la clinique qu'il a cofondée et qui se spécialise dans le traitement, l'enseignement et la recherche des troubles alimentaires. D'ailleurs, la seule clinique du genre au Québec. La voie qui m'a amené à cette carrière et à devenir psychologue était très contournée peut-être. J'avais à un certain moment une délusion que j'avais du talent musical, je voulais être musicien de jazz, je suis toujours une grande dévotée de jazz. À travers ça, j'ai développé un intérêt à un certain moment dans la musicothérapie. Et ça a piqué mon intérêt dans le travail clinique. J'ai entré en psychologie et finalement, ce qui a attiré mon plus grand intérêt, c'était quand j'ai commencé à étudier l'intervention clinique et j'ai dit « wow, en jasant avec des gens, on peut réussir à les aider ». On a ouvert une coupe de journaux et on commence à voir des images. Clairement, quelqu'un qui est anorexique ou qui n'a pas de poids normal. On ne maintient pas des formes comme ça sans un régime constant. Et nous savons que ces genres d'images sont très influençants. Ça favorise le développement des troubles de l'alimentation. Mon intérêt dans les troubles de l'alimentation, ce n'était pas comme quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, mais ce qui est arrivé quand même, c'est quand j'ai commencé ma carrière comme psychologue, ça m'intéressait beaucoup, la psychothérapie, spécialement pour traiter certains aspects de personnalité, l'impulsivité, les gens qui avaient de la misère à s'accepter, les gens très perfectionnistes. Et ces caractéristiques se trouvent très fréquemment chez les gens atteints d'un trouble de l'alimentation. Je me souviens combien terrifiant c'est de rencontrer quelqu'un qui est complètement dénutri. Une femme adulte qui peut peser en dessous de 60 livres. Comment elle a l'air fragile, comment on veut lui aider, comment on est prudent de ne pas la brasser parce que ça risque de casser quelque chose. Et en même temps, cette femme, avec du temps, on découvre que les troubles alimentaires sont des troubles qui arrivent chez les gens, juste les êtres humains, qu'elles sont des êtres humains réels, et à l'intérieur de cette taille mince, c'est juste une personne tout à fait normale qui va pouvoir s'en sortir avec une intervention appropriée. Alors on apprend à être conscient de ses émotions, mais aussi voir les liens avec ses comportements alimentaires. On apprend à reconnaître les émotions. En général, les troubles de l'alimentation représentent une préoccupation constante avec l'alimentation, l'image corporelle, le poids, le contrôle du poids. Mais ces troubles viennent dans des formes différentes. Les gens ont besoin de comprendre que ces troubles-là représentent une phobie énorme, terreur constante de perdre le contrôle de son poids, ou l'idée que la minute qu'on touche le moins de calories, qu'on va perdre le contrôle et se perdre dans une orgie alimentaire. T'as tellement hâte de revenir normal que ça fait chier, là, savoir que de plusieurs mois, bon, il va falloir que je suive la structure. C'est connu comme étant le trouble de santé mentale qui a le taux de mortalité le plus élevé, malheureusement. On sait que sûrement, à long terme, ça peut arriver que jusqu'à 5% des gens qui en souffrent vont finalement mourir, ou des séquelles physiques du trouble, ou dans une moitié de ce groupe-là, on meurt par suicide. Quand j'ai entré dans le domaine, il y a plus que 20 ans, on mettait l'accent sur les pressions socio-culturelles, les médias, les parades de la mode et le minceur dans les images médiatiques comme source du trouble. Mais à travers nos recherches, on a vu comment... C'est pas tout le monde qui est atteint par ces genres de troubles. Alors, un des facteurs qui veut dire qu'une certaine personne va être vraiment atteinte par la pression culturelle, c'est des facteurs
qui sont expliqués par la génétique. Nous savons que les gens qui ont certains gènes qui affectent les neurotransmetteurs, les chimiques du cerveau qui jouent dans l'humeur et le contrôle de l'appétit et le contrôle des pulsions ou de l'impulsivité, ces gènes rendent certains gens particulièrement susceptibles. C'est pour cette même raison qu'on voit que les troubles alimentaires circulent dans les mêmes familles, sont clairement héréditaires, elles passent d'une génération à l'autre, ou sinon elles se sont associées avec d'autres troubles qui sont transmis à l'intérieur d'une famille, comme la dépression, troubles d'anxiété, troubles d'abus de substances comme l'alcool, etc. On ne peut pas développer un trouble alimentaire sans faire un régime. Alors, sûrement, ça doit être une partie de la clé. Comment prévenir les troubles alimentaires? Nous avons besoin de développer une société qui ne met pas tant l'accent sur la minceur. Les filles qui développent les troubles alimentaires indiquent qu'elles sont beaucoup plus préoccupées avec les images de la mode, beaucoup plus influencées que les autres. Alors, et sûrement, si on est femme particulièrement, c'est presque impossible de ne pas se sentir grosse, affrontée avec des images. Ça, c'est cool. Alors, où on peut voir clairement, il y a une groupe qui sort. Je suis convaincu que c'est en faisant la recherche et en vraiment comprenant bien qu'est-ce qui cause les problèmes de santé mentale et comment les traiter, qu'on réussit à faire une meilleure réponse aux gens qui ont besoin de l'aide. Alors, la philosophie que j'amène à tout ce que je fais à travers ma carrière et qui est manifestée à travers le programme des troubles de l'alimentation, c'est qu'on a besoin d'intégrer le plus que possible le travail clinique avec la recherche, avec la formation. On veut vraiment aller sortir dans la communauté, rejoindre les gens dans les régions éloignées où il n'y a aucune ou très peu de connaissances spécialisées de comment traiter les troubles et d'essayer de transmettre les connaissances qu'on a eu la chance de développer là. Ça continue? Oui, évidemment, ils trouvent quelque chose d'utile dans ces rencontres avec toi. Je crois que de porter le message à l'extérieur est une partie d'un processus où finalement, dans l'idéal, on va voir disparaître les troubles alimentaires et je vais me rendre sans emploi.